Bien, alors merci beaucoup Denis. D'abord, Gilbert, merci pour cette invitation. Merci d'organiser ce débat et tous les autres, parce que je crois que c'est une très bonne idée là, de nous retrouver, puis de débattre de questions de fond qui concernent l'avenir du projet indépendantiste, de faire bien avant la prochaine élection. On espère une élection qui va nous permettre de relancer le processus d'accession à la souveraineté. Alors, je salue la chef de Climat Québec. J'aime bien saluer Martine. Et je la connais aussi maintenant à travers sa fille, Emmanuelle Lanctot, qui a été une de mes étudiantes, une formidable étudiante qui a suivi des traces de M. Parizeau d'ailleurs, et qui est allé faire une maîtrise en droit au London School of Economics. Je suis très très fier de mon étudiante, comme je te l'ai dit, Martine. Je voulais saluer plusieurs collègues, des amis. André Linette d'ailleurs, qui est, je pense, un peu sur la liste bientôt là, pour la politique autochtone. En janvier. Et c'est vraiment un privilège d'être à côté de Louise Baudouin, là, dont le parcours est tellement impressionnant, là, qui est une de nos grandes personnalités politiques dans notre histoire nationale. C'est vrai que pour commenter un projet de politique étrangère, Louise est probablement la personne la plus qualifiée. Et Pierre, nous, on partage l'amour de la musique. Tu sais, moi, c'est plus lyrique qu'instrumental, pianistique, mais quand même, la musique est aussi une de mes grandes passions. Alors, et Denis qui persiste et signe. Denis, j'ai beaucoup d'admiration pour toi aussi, pour ton parcours, pour cette espèce de volonté de continuer le combat indépendantiste. C'est tout à ton honneur et c'est la raison pour laquelle j'ai pas du tout hésité à accepter ce défi qui était celle de penser la politique étrangère d'un Québec indépendant. Puis, vous savez, je me suis fait prendre à l'exercice à tel point que j'ai rédigé une politique. J'ai rédigé une politique étrangère selon les canons habituels de la rédaction de politique publique, en tenant notamment compte des politiques internationales que le Québec s'est lui-même doté, dont il s'est lui-même doté depuis 1985. La première politique nationale était celle de M. Landry, de Bernard Landry, qui était un des premiers ministres des Relations internationales du Québec et du commerce extérieur à l'époque. Alors donc, ça a été un exercice assez intéressant au plan scientifique même, puis au plan de la réflexion sur la forme que doit prendre une politique publique et qu'elle devrait prendre lorsqu'il s'agit d'un Québec souverain. Puis d'ailleurs, quand vous lirez, si vous ne l'avez pas encore lu, c'est presque de la prospective, parce que je me situe comme si le Québec était indépendant. Et donc, je présente la politique que le premier ministre ou la première ministre des Affaires étrangères du Québec mettrait en œuvre. Et alors ça fait rêver, hein, vous imaginez. Puis l'article commence avec le mot « enfin ». Et pourquoi « enfin » ? Parce que des personnes qui, comme Jean-François Payette, Jean-François Payette est un auteur qui a beaucoup travaillé sur les politiques internationales du Québec, la politique étrangère. Ça, c'est sa thèse de doctorat devenue un livre. Louise était sa co-directrice, membre d'un jury. Elle m'a dit tout à l'heure que sa thèse, elle faisait 600 pages, puis c'était un peu pénible, là, être membre d'un jury et de devoir parcourir 600 pages avant la soutenance. Et le livre est très très bien, et c'est une réflexion finalement qui l'amène à conclure que on ne s'est jamais doté de politique étrangère, on ne pouvait pas, puis on ne peut pas encore aujourd'hui, on n'est pas un pays, et c'est vraiment quand on est un pays qu'on peut avoir une politique étrangère digne de ce nom, et qui est capable de définir des orientations, des stratégies, avoir à sa disposition des instruments, travailler avec des partenaires sans avoir à répondre à quelqu'un d'autre. Et c'est quand même intéressant de procéder à un exercice comme celui-là, même si on doit admettre là, que le Québec a une certaine autonomie internationale, que c'est une autonomie qui a été finalement
qui résulte d'un geste unilatéral. Hein, des fois, on se demande qu'est-ce qu'on devrait faire comme acte unilatéraux, gestes unilatéraux pendant qu'on est dans le Canada pour s'affirmer. Puis, on a eu des grands débats là-dessus, on va en avoir encore sur ce qu'on doit faire quand on est élu. Là, Mais M. Gérin-Lajoie, là, aussi libéral était-il, en 1965, quand il s'est présenté devant le parterre le corps consulaire de Montréal un 12 avril 1965, ça va faire 60 ans, l'an prochain. Là, il a dit, et c'est M. André Patry qui tenait la plume, là, c'est le professeur de droit national à l'Université Laval, qui a aussi une belle carrière dans notre fonction publique, là, qui, je crois, le premier chef du protocole, je crois, du gouvernement du Québec. Patry, c'est lui qui avait écrit le discours, là. Mais M. Gérin-Lajoie, apparemment en cachette de Jean Lesage, il lui avait pas dit, il l'a mis devant le fait accompli, puis il a dit, bon, à partir de maintenant, le Québec peut prolonger ses compétences internes au niveau international, il peut conclure des traités, des accords, il va ouvrir des délégations. Ben, il en avait déjà ouvert une à Paris. Et donc, un geste fort, un peu revendicateur par rapport au gouvernement du Canada de l'époque. Et depuis lors, on construit, on essaie d'améliorer cette autonomie, mais elle est toujours précaire. Elle a toujours été, elle va toujours le demeurer aussi longtemps qu'on sera dans le Canada, parce qu'il faut se battre constamment. Je suis certain que Louise va te donner des bons exemples, parce que la ministre des Relations internationales a dû en vivre des pas drôles là, lorsqu'il s'agit de défendre ce qu'on a déjà, son autonomie, même son rapport direct et privilégié avec la France. Et c'est toujours un combat pour essayer d'accroître cette autonomie, exiger d'avoir une présence à l'UNESCO, par exemple, là, puis de recevoir comme cadeau un strapontin à l'UNESCO. On n'a pas aimé ça quand on a dit ça, puis qu'on l'a dit haut et fort, là, lorsque le Canada et le Québec ont conclu un accord, Jean Charest a conclu un accord de ce type-là, ou quand le gouvernement essaie d'en réduire la portée, et donc, par exemple, de nous empêcher d'ouvrir de nouvelles délégations, ce qu'il a fait très longtemps en Afrique, par exemple. Là, on en a quelques délégations, mais encore, faut-il toujours avoir l'autorisation du Canada, et les pays qui permettent au Québec d'avoir une représentation à l'extérieur requièrent toujours l'assentiment du Canada. Alors donc, c'est pour ça que je commence ce texte en disant « Enfin! Enfin! » On va pouvoir se doter d'une politique étrangère et on n'aura pas de permission à demander à personne pour ouvrir des délégations, pour conclure des traités, pour siéger à l'ONU et dans d'autres institutions internationales. Mais quand même, lorsqu'on deviendra souverain, on bâtira sur quelque chose. Hein? Puis, tu sais, le Québec est probablement l'État fédéré, l'entité composante d'un pays qui a probablement le plus grand appareil international qui existe. On a un peu de concurrence du côté des régions, des communautés en Belgique, peut-être un peu des communautés autonomes en Espagne, la Catalogne, mais je ne sais pas si on devait faire encore aujourd'hui des comparaisons bien scientifiques. On pourrait penser que le Québec est encore l'État non souverain qui a probablement l'appareil le plus sophistiqué en matière de relations internationales. On a conclu beaucoup d'ententes internationales. On s'est donné une procédure où on donne notre assentiment aux accords internationaux qui sont conclus par le Canada dans nos compétences. Là, le gouvernement adopte des décrets pour dire « OK, vous pouvez aller signer et ratifier un traité parce qu'il porte sur l'éducation ou sur la santé. » Alors donc, on s'est doté ça. On est la seule, d'ailleurs, province au Canada d'avoir fait ça. On a, avec Louise, je me rappelle, j'avais travaillé pour la ministre à l'époque, créé une première dans le monde, en tout cas du Commonwealth, en donnant à notre Assemblée nationale le pouvoir d'approuver des engagements internationaux
important, là, c'est unique ça, même dans le Commonwealth, il n'y a aucun parlement qui a la compétence d'approuver des engagements internationaux avant que le gouvernement puisse lui dire qu'il consent à être lié par un traité. Alors on le fait pour des ententes internationales du Québec qu'on considère importantes, puis des accords extérieurs du Canada qu'on considère aussi importants lorsqu'ils relèvent de nos compétences. Puis il y a des critères, c'est soit que ces traités ou ententes modifient le droit interne ou portent sur le commerce international ou portent sur les droits fondamentaux. Alors, et notre Parlement, à l'occasion, donc, est saisi d'un projet d'entente ou d'accord international. Il y a un débat au Parlement, puis il y a un vote. Et ça existe nulle part ailleurs. Dans le Canada, ça existe dans d'autres pays, en France et ailleurs, mais au Canada, ça n'existe pas, en Australie, en Nouvelle-Zélande, même au Royaume-Uni, le Parlement n'a même pas, la Chambre des communes n'a pas ce pouvoir d'approuver formellement, comme c'est le cas de notre Assemblée nationale. Alors ça, c'est quand même des choses importantes qu'on a fait. C'est qu'on a décidé de faire parce qu'on trouvait important de démocratiser le processus de conclusion des engagements internationaux. On a, je ne sais pas si vous le savez, au moment où on se parle, 32 représentations à l'étranger, là, des délégations générales 9, des délégations 9, des bureaux 9 et 5 antennes. C'est quand même une augmentation par rapport à l'époque où je crois que tu étais ministre. Et on a 2 représentations en affaires multilatérales, là, une délégation du Québec aux affaires francophones et multilatérales qui est logée à la délégation générale du Québec à Paris, puis une représentation du Québec au sein de la délégation permanente du Canada auprès de l'UNESCO, notre strapontin là, à l'UNESCO. Alors donc, il y a ça, mais vous imaginez, 34 représentations, puis il y a 193 membres de l'ONU, puis il y en a qui ne sont pas membres de l'ONU, là, la Palestine, le Kosovo, le Saint-Siège, et il y a beaucoup d'organisations internationales où on n'a pas de délégation, de représentation au sein de la délégation canadienne, même si parfois on y est invité, mais pas toujours. Ça dépend encore là de la bonne volonté d'Ottawa de décider s'il pourrait y avoir dans sa délégation des représentants du Québec. On a aussi un ministère des Relations internationales qui a commencé par être un ministère qui a été à une époque des affaires internationales. Puis ça aussi, c'est toujours précaire, même par notre propre faute, parce qu'à un moment donné, il y a un gouvernement, les libéraux par exemple, et ils se disaient, bon, on n'a pas besoin vraiment ça, un ministère des Relations internationales, on va transformer ça en secrétariat, puis on va mettre ça sous la responsabilité du premier ministre. Il va y avoir un ministre délégué peut-être, ou un secrétaire d'État. Même les caquistes, vous savez, ont pensé faire ça au début de leur mandat, là, pas celui-ci précédent. Puis là, il y a un lever de bouclier en disant hey, regarde un instant, c'est pas vrai, là, on a un ministère des Relations internationales, ça fait 40 ans ou à peu près, c'est pas vrai que vous allez diminuer l'importance des relations internationales dans l'appareil gouvernemental et transformer un ministère en secrétariat. Mais vous voyez, c'est même précaire, là, c'est pas juste Ottawa, là, c'est parfois des gouvernements fédéralistes qui disent ben, finalement, ça ne relève pas de nous, les affaires étrangères ou même les relations internationales, ça relève d'Ottawa, il faut leur faire confiance, ils ont des ambassades, ils ont des consulats, puis... Alors. Et on a créé aussi un institut diplomatique du Québec. Pour ceux qui ne le savent pas, là maintenant, on a un institut qui fait de la formation de nos diplomates et vous imaginez qu'un institut comme celui-là prendrait une importance majeure lorsqu'il s'agira de faire la transition, puis d'équiper nos délégations en ressources humaines, en diplomates, dans nos futures missions diplomatiques et consulaires. Alors, donc, je fais un petit résumé de ça. Il y a des données, je pense, qui sont utiles pour savoir d'où on part. Mais, regarde, on va avoir beaucoup de chemin à faire. Puis, les relations internationales et politiques, là, j'ai quand même cherché à examiner puis à lire les 5 politiques qu'il y a eu jusqu'à présent. Le Québec dans le monde ou le défi de l'interdépendance, la politique de M. Landry en 1985. Le Québec et l'interdépendance, le monde pour horizon 91, ça c'était John Chiachia, je pense, du Parti libéral. La force de l'action concertée, ça c'était, je pense, Madame Gaillon-Tremblay qui était ministre. Le Québec dans le monde, s'investir, agir et prospérer, ça c'était Christine Saint-Pierre, je crois, qui était ministre. Et récemment,
la CAQ a élaboré un document qui s'appelait Vision internationale du Québec en 2019. Et au moment où on se parle, la ministre Martine Biron est en train de préparer une nouvelle politique internationale du Québec et il est compris qu'elle devrait voir le jour l'an prochain pour souligner les 60 ans de la création de la doctrine Gérin-Lajoie, d'énoncer la doctrine Gérin-Lajoie. Alors, ce qui était aussi intéressant, Denis, c'est de constater qu'on avait, dans le monde indépendantiste, très, très peu travaillé sur la politique étrangère du Québec souverain. Il y a très peu d'universitaires, de nos chercheurs, de nos intellectuels qui ont travaillé là-dessus, ou même les gouvernements ou les parlements du Québec lorsque on a démarré des processus d'accession à la souveraineté dans les années, même en 80. Vous lisez le livre blanc d'Égal à Égal de M. Lévesque là, et Claude Morin et les autres, à zéro là, sur la politique étrangère. Il y avait juste des trucs sur le Canada puis sur notre future souveraineté association avec le Canada. Puis il n'y avait pas eu de travaux d'intellectuels, en tout cas, je n'ai pas trouvé, là, qui disait quelle devrait être la politique étrangère d'un Québec souverain si on avait voté oui le 20 mai 1980. Quand la commission Bélanger-Campeau, puis la commission qui l'a suivi, la commission des questions afférentes à l'accession à la souveraineté, a commandé des études. En fait, il y en a eu 147 études. J'ai fait un inventaire de toutes les études qui ont porté sur toutes sortes de questions. Il y avait des questions internationales sur la succession d'État, même sur la reconnaissance internationale du Québec par M. Patry, entre autres. Il y avait beaucoup d'études sur le commerce international, mais aucune étude sur la politique étrangère. Rien, zéro. Et c'est vraiment un peu surprenant parce que là, on préparait l'accession à l'indépendance, puis les commissions, là, M. Bélanger-Campeau avait demandé à personne de pondre ou en tout cas de réfléchir sur la politique étrangère. Le Parti québécois, quand même, j'avais ma copie, Anne Legaré me l'avait donnée en prévision de l'élection de 1994, avait préparé un document, peut-être, oui, juste avant janvier 1995, les avenues internationales du Québec souverain. Donc, Anne avait présenté un document où il y avait l'embryon d'une politique étrangère parce qu'on décrivait les enjeux, les orientations, les grands axes de la politique interne du Québec souverain. Oui, c'est assez bien fait finalement, mais c'est le Parti québécois qui a fait ça. Il y a Jean-François Payette, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a fait cet ouvrage, mais il ne porte pas sur la politique étrangère, il porte vraiment sur la politique des relations externes du Québec. Mais Jean-François et Stéphane Roussel, dans un ouvrage qui a été dirigé par Gilbert, André Bibette et la regrettée, notre ami Yoskia Palacio-Quintin. Alors, donc, Jean-François Payette et Stéphane Roussel, qui je pense aussi va présenter sur la politique, ici la politique. Il y a une section sur la défense. Il y a une section sur la politique étrangère. Ils ont pondu un article tous les deux sur ce que serait la politique étrangère d'un Québec souverain. C'est très bien, c'est un peu court, mais quand même, c'est en définitive, avec l'étude d'Anne Légaré pour le PQ, et c'est à peu près tout. Alors c'est pour ça que c'était un bon défi, puis que c'était intéressant de relever le défi. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'en examinant les politiques des relations externes du Québec, la structure de ces politiques, puis comment généralement une politique publique au Québec est conçue, puis il y a même presque des normes maintenant. Notre administration publique a un peu défini les normes quand une politique publique est élaborée, puis quand on la distingue par exemple d'une stratégie politique. Alors, habituellement, on définit une politique en énonçant des orientations générales, en définissant ou en décrivant des stratégies territoriales, puis aussi en parlant des instruments qui vont voir à la mise en œuvre de cette politique et des partenaires avec lesquels on va travailler en vue de la mise en œuvre de la politique. Et là, donc, mon texte est organisé de cette façon-là, avec en première partie
les orientations et stratégies, puis la deuxième partie, les instruments et partenaires. Alors, puis je vais tenter de vous résumer ça, puis vous allez voir, c'est intéressant parce qu'il y a des biais là-dedans. Moi, je suis un professeur de droit international, puis le droit international, ça compte pour moi. Puis les Nations Unies, c'est important. Là. Puis, regarde, vous allez voir que ça paraît un peu. Là, et donc, moi, j'ai ce biais-là, mais je me suis rendu compte que les gouvernements québécois, et surtout l'actuel gouvernement, a un biais à ce point économique et commercial que c'est la politique de relations internationales qui vont pondre en 2025 et le document là, Vision internationale du Québec de 2019, c'est comme des affaires. C'est comme si un ministère des Affaires étrangères, c'est un gros ministère du commerce international et du commerce extérieur. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Moi, non. Hein, parce que les affaires étrangères, c'est de la politique, c'est de la géopolitique, c'est de la place dans le monde, c'est de la culture, c'est du social, c'est de l'environnemental. C'est pas juste des affaires, c'est pas juste de penser qu'on doit avoir des relations avec le reste du monde pour nous enrichir. Nous qui sommes déjà un État développé très riche, là, et qui voyons ce qui arrive ailleurs dans le monde, les famines, les grandes catastrophes environnementales. Mais en tout cas, moi, mon biais n'est pas du tout commercial, puis peut-être qu'on me le reprochera parce que c'est autre chose. Je crois d'autres choses dans la vie que le commerce international et le commerce extérieur. Alors, dans les orientations générales, ils sont décrites assez brièvement. C'est sûr que, tu sais, une politique, là, ça a 20 pages. C'était ça la limite que tu m'avais imposée. J'ai cherché à respecter. Puis, habituellement, les politiques là, du Québec ont une centaine de pages. 100, 120, 125 pages. C'est quand même assez bref, c'est assez concis. Mais moi, il a fallu que je sois plus concis. Puis c'est sûr qu'on pourrait développer, j'aurais pu développer bien davantage. Par exemple, les orientations. Alors, première orientation pour moi d'un Québec souverain, c'est de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Moi, je mets ça au tout début. Notre orientation, c'est d'être un pays qui va contribuer au maintien de la paix et de la sécurité, qui va être au service de l'ONU, dont les forces de défense, moi, je ne voudrais même pas appeler ça une armée, dont les forces de défense vont être mises à contribution, vont soutenir l'ONU, puis d'autres organismes quand il va y avoir des missions de maintien, de consolidation de la paix dans le monde. Nous, on va en avoir des personnes de nos forces de défense qui vont être des casques bleus. Tu sais, c'est quand même honteux maintenant que le Canada est un des pays où, en proportion de la population, et surtout à la lumière de l'histoire, celle de M. Pearson, qui est même un peu à l'origine de cette idée du maintien de la paix et des casques bleus, qu'il n'y a plus presque rien. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui seraient très, très fiers de participer à des opérations de maintien de la paix, puis qui seraient au service de l'ONU, qui porteraient ces casques bleus. Alors, donc, je développe cette question qui serait, à mon avis, la première orientation, être au service de la paix et de la sécurité au niveau international. Ça pourrait comprendre, par exemple, pas vendre d'armes à l'Arabie Saoudite, puis aux Émirats Arabes Unis, puis d'avoir une politique super hypocrite, de faire attention de dire qu'on vend plus d'armes, ou on suspend les ventes d'armes à Israël, ou à d'autres pays là, qui commettent des génocides, ou en tout cas les utilisent pour violer les droits plus fondamentaux de la personne humaine. Alors, la deuxième orientation, agir comme un État de droit au sein de la communauté internationale. Ouais, ça, c'est mon billet de professeur de droit national qui dit que le droit, c'est important. T'sais, on prétend toujours être dans un État de droit, nous. T'sais, on a des lois, on a des tribunaux pour assurer le respect, on a des droits fondamentaux, collectifs, individuels. Mais même chose au sein de la communauté internationale. Il faut démontrer que nous, on va agir en respect de la règle de droit, on va respecter nos traités, on va respecter les grandes règles coutumières, on va adhérer à des traités auxquels le Canada n'est même pas parti. Par exemple, la Convention américaine des droits de l'homme. Le Canada a toujours refusé d'adhérer à la Convention américaine des droits de l'homme, a toujours refusé, par exemple, de devenir ou d'être assujetti aux compétences de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui est un vrai tribunal qui rend des arrêts obligatoires. Le Canada a toujours refusé ça pour des raisons assez obscures dont je pourrais vous parler aussi. Et
et on accepterait la compétence de la Cour internationale de justice. On n'aurait pas peur de se présenter devant la Cour s'il y avait des différends qui étaient présentés par d'autres États en matière de délimitation de territoire. On va avoir des frontières maritimes à délimiter, là, avec la France, avec peut-être le Danemark à cause du Groenland. Et donc, moi, je suis partisan qu'on accepte la compétence de la Cour, puis on va pouvoir y nommer un juge. Vous imaginez? Le rêve de Jacques-Yvan Morin, mon ami, c'était d'être juge de la Cour internationale de justice. Il aurait été le bon, mais pensez-vous que le Canada aurait soutenu la candidature de Jacques-Yvan Morin comme juge de la Cour internationale de justice? Jamais de la vie. Alors donc être exemplaire, donner l'exemple au monde que nous, on croit à l'État de droit, et au niveau international, pas seulement au niveau interne, au niveau constitutionnel, au niveau de notre nouvel ordre constitutionnel. Garantir les droits fondamentaux individuels et collectifs. J'en ai déjà glissé un mot, mais je mets l'accent un peu sur le collectif. Pourquoi? Parce que là, le Québec serait le pays pour qui le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes compte. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes d'autres peuples qui essayent d'être indépendants, puis qui, comme les Catalans, puis les Basques, les Galiciens, ben, se font dire non, vous n'avez même pas le droit d'organiser de référendum. Puis vous en organisez, on va voler vos boîtes de scrutin, puis on met les leaders en prison, comme en Catalogne. Alors nous, on serait là, hein, je pense, notre politique étrangère ordonnerait aux ministres sur ces questions-là d'être solidaires avec des peuples qui veulent exercer leur droit collectif à l'autodétermination. Puis il y aurait l'enjeu des peuples autochtones, qui serait un enjeu très important, parce que maintenant, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones est une déclaration qu'on, j'espère, s'engagerait à respecter, auquel on souscrirait clairement, ce qui n'est pas encore le cas au Québec. À Ottawa, c'est un peu tout croche la façon dont on a souscrit à cette déclaration, même en Colombie-Britannique, on l'a fait. Là-dessus, moi, je souhaiterais qu'on soit aussi très exemplaire, puis je pense qu'André va vous en parler de cela, quelle responsabilité devrait vouloir assumer et le dire clairement dans notre politique étrangère. Favoriser le développement durable et humain, là, quelque part, ce serait important comme État de dire très clairement au monde que nous, oui, on vit bien avec le principe du développement durable, avec les 17 objectifs qui ont été formulés par l'ONU, puis que, on va s'engager, on ne sortira pas de l'accord de Paris, puis on va dans les COP et toutes les COP, aussi chercher à assumer un leadership, puis on a déjà, je crois, ce qu'il faut pour faire le grand virage, pour faire du Québec un pays vert. Alors donc, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être très clairement énoncé dans notre politique des affaires étrangères. Et moi, j'ai toujours été aussi partisan du concept de développement humain. C'est pas seulement le développement durable avec tous ces piliers économiques, sociaux, environnementaux et culturels d'ailleurs, parce qu'il y a le 4e pilier culturel du développement durable, mais le développement humain, qui fait que, oui, ça compte la façon dont on met en œuvre toutes nos politiques et leur impact sur l'humain. Puis il y a des indices de développement humain qui sont probablement bien meilleurs et bien plus intéressants que toutes sortes d'autres indices et qui pourraient nous permettre de déterminer quelle est l'ampleur de nos relations avec des pays. Est-ce que vraiment on veut avoir des relations privilégiées avec des pays pour qui le développement humain, là, ça compte pas? Ils sont dans la cave là, du palmarès des États lorsqu'il s'agit du développement humain. Alors, donc, vous allez voir, il y a des références à ça. Mettre en valeur la langue française, la diversité culturelle et la francophonie. Hein? J'espère que tu as aimé ça. Peut-être que si c'est en 5e place, peut-être que tu voudrais le mettre plus haut. Là. Mais regarde, on deviendrait le 2e État francophone au monde, là, je pense, dans la population. On l'est, là, mais on est juste un État fédéré. Puis, donc là, le combat pour la langue française, on pourrait le mener, là, puis aux Nations Unies, je pense que nos diplomates, eux, ils parleraient français, là, puis ils ne parleraient pas anglais comme les Français parlent anglais, là, quand ils prennent la parole dans les
organisations internationales. C'est dommage qu'on ne serait pas membre de l'Union européenne parce qu'on pourrait leur donner l'exemple et aller parler français là, à Strasbourg puis à Bruxelles. Là. Moi, ma plus grande frustration dans les dernières années, c'est d'être rentré dans le Parlement de l'Union européenne à Bruxelles, puis à l'intérieur, circuler, puis ne voir que de l'anglais. Vous imaginez? Unilingue anglais dans le Parlement à Bruxelles, en Belgique, pays bilingue, trilingue. Alors, donc là, je pense que nous, on serait bon là, puis on brasserait à la cage pas mal. Là. Nos diplomates, là, ils les brasseraient les Français, là, puis les autres, là, pour qui, même à Bruxelles, tu arrives à l'aéroport à Bruxelles, tout est en anglais. Tu sais, ça va mal pour la francophonie quand la France et la Belgique sont tellement séduits par l'anglais que leurs langues nationales disparaissent du paysage. Et la diversité culturelle, je pense qu'il faut s'assurer de continuer le combat où on a eu un rôle déterminant, là, bien plus important que beaucoup d'États souverains, là, quand Louise était là, puis Marie Malavoie, puis je pense nos amis libéraux, les autres qui ont continué le combat. Et bien sûr, la francophonie, parce que là on dit, on est un membre à part entière, ou presque, là, un gouvernement participant. C'est encore ça qui est écrit dans les textes, là. On est un gouvernement participant, on n'est pas un membre, on n'est pas un pays membre, là, mais c'est comme si on l'était, mais on le serait vraiment. Là, et là, on aurait une capacité, je pense, d'influencer davantage sur les orientations même de la francophonie, sur ses opérateurs. Là, il y aurait TV5 Québec, là. Il y aurait plus TV5 Canada Québec, là. Puis là, on pourrait investir probablement davantage dans ce réseau télévisuel public là. Promouvoir la solidarité internationale comme 6e orientation, ça, moi je trouve que c'est important. Puis vous allez voir, moi, je souhaiterais que le Québec, dès la première année, respecte le 0,7, là, qui est la norme là, depuis 1971, que 4 pays du monde, au moment où on se parle, la respectent, les pays scandinaves surtout, je pense que l'Allemagne. Mais là, moi, je dirais, je serais fier. Moi, j'étais ministre des Affaires étrangères du Québec, j'arrive devant l'Assemblée générale des Nations unies ou à une réunion du PNUD, du Programme des Nations unies en développement, il dit, le Québec, le premier geste que le Québec fait, c'est de s'engager à verser, comme on l'exige ou comme le souhaite, le 0,5. C'est 400 millions de dollars. Là. Tu sais, c'est comme... Ça se prend, ça se fait, là. En tout cas, peut-être le calcul, je l'ai fait vite, là, mais je pense que ça se fait ça. Puis assurer le progrès économique des Québécois et des Québécoises, là, donc, j'ai vu l'an dernier, là, il y a des gens qui me chicaneraient à la CAQ, là, mais là encore, il faudrait avoir une politique visant à soutenir nos entreprises, à participer à des négociations, notamment d'accords de libre-échange, pour s'assurer que dans ces accords-là, il y a une clause d'exemption culturelle. Alors, donc là aussi, je pense que ça devrait être une des orientations. Alors, ça, c'est pour les orientations. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez. J'ai peut-être oublié quelque chose d'essentiel. J'ai essayé de couvrir de assez large, mais en tout cas, c'est ce qui, à mon avis, pourrait devenir les premières orientations générales d'une politique étrangère d'un Québec souverain. Alors, les stratégies territoriales, parce que c'est important d'inscrire ces orientations dans des stratégies territoriales, de définir un peu la nature des rapports que l'on va avoir avec les autres pays du monde, les régions du monde. Alors là, j'avoue que j'ai fait un exercice qui a surtout consisté à apprendre ce qu'il y avait dans la dernière politique, là, ou le début de politique de la CAQ, là, sur la vision ensemble du Québec, parce que c'était assez bien énoncé, en définitive, parce que au ministère, il y a quand même des bons fonctionnaires. Là, même si le gouvernement n'est pas bon, là, puis les ministres ne sont pas bons, des fois, il y a des bons fonctionnaires qui font du beau travail, puis qui font des choses. Alors, j'ai trouvé que les stratégies territoriales qui étaient formulées dans la dernière politique étaient correctes, mais pour le Québec souverain, il y en a des nouvelles, là. Il faut avoir une stratégie territoriale pour le Canada. Hein? Le Canada, ça deviendrait un nouveau partenaire international. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelle sorte d'accords on fait avec le Canada? Quelle sorte d'accords de partenariat économique, politique? Est-ce qu'on est dans une union monétaire, une union
l'union économique seulement. Alors donc, c'était les débats qu'on a eus avec M. Lévesque, avec M. Parizeau. Là, qu'est-ce qu'on ferait? Mais en tout cas, il faudrait avoir une stratégie avec le Canada, puis une stratégie de négociation d'un accord, puis de s'assurer que les intérêts du Québec sont bien respectés, puis de ces entreprises, de ces personnes. Il faudrait avoir une stratégie territoriale avec les États-Unis d'Amérique, et j'ai lié ça au Mexique. Imaginez, là, il va peut-être être encore là, quand on va être souverain en 2027, là, c'est quoi? C'est 4 ans? 2028. Il va être là en 28. Si nous autres, on déclare la souveraineté en 27, 28, il va falloir faire affaire avec Trump. Là, il va être encore président des États-Unis. Et Musk, là, son nouveau secrétaire à l'efficacité gouvernementale désigné, là. Et j'ai mis le Mexique parce que, à cause de notre accord avec Canada-Mexique, il y a lieu de penser la relation un peu aussi avec le Mexique. Alors, il y a quelques suggestions. L'Amérique latine et les Antilles, il y a des axes où il y a des orientations qui seraient mises en valeur d'une certaine façon, puis c'est tellement diversifié l'Amérique latine et les Antilles qu'il faudrait des politiques très différentes finalement pour plusieurs pays de cette région. Pour l'Europe, je pense qu'il faudrait avoir une politique très claire sur nos relations avec non seulement la France, bien sûr, puis certains autres pays qui sont importants, mais avec l'Union européenne, puis avec l'Union européenne, puis qui pourrait devenir un partenaire important dans les rapports de force qu'aurait l'Union, le Québec, peut-être le Canada, le Mexique, avec les États-Unis d'Amérique, qui, sous Trump, vont devenir une telle puissance et superpuissance. C'est ça qu'il veut, là, Make America Great Again, c'est devenir, j'imagine, la seule superpuissance mondiale. C'est ça, la grande ambition, de revenir à l'idée que c'est la seule puissance mondiale. Et l'Asie, l'Océanie, les grands marchés internationaux, c'est les grands marchés maintenant, c'est la Chine, l'Inde, mais encore faudrait-il s'intéresser à la façon dont ils produisent des biens, puis si on les achète, puis si on les achète pas, puis ça, il faudrait avoir une politique qui tienne compte là, des enjeux, des orientations qui sont aussi des orientations sur les droits fondamentaux, sur le développement durable. L'Afrique et le Moyen-Orient, je pense que ça va mériter une attention particulière, d'autant que le Canada a tellement négligé l'Afrique francophone, que le Québec prendrait à bien des égards la relève, ou en tout cas ferait ce qui devrait être fait pour ce continent qui va se développer et où la francophonie est appelée aussi à se développer. J'avais omis le Moyen-Orient, et Denis m'a ramené à l'ordre, et donc là aussi, le Moyen-Orient, Israël, la Palestine, et tous les États de cette région mériteraient que le Québec s'y intéresse, puis qu'il peut-être contribue là aux efforts de paix là, dans la région. Là. Il n'y a pas grand monde qui semble y réussir. Pourquoi pas le Québec? Là, on va avoir des bons diplomates. On pourrait avoir des bons diplomates qui pourraient faire mieux que le secrétaire d'État américain ou d'autres. Et il fallait ajouter aussi une politique, une stratégie territoriale pour l'Arctique. Parce que le Québec va devenir un véritable État arctique. Il va devenir partie au Conseil arctique. Les Autochtones au Québec vont pouvoir même participer à une représentation au Conseil, mais aussi à la conférence circumpolaire, là, où on va pouvoir mettre en œuvre des politiques nordiques qui vont être connues parce qu'elles seront les nôtres, et elles seront différentes de celles du Canada ou de celles qu'on n'a pas, même comme État non souverain. Alors, ça c'est pour les stratégies, c'est un peu plus détaillé dans le texte. Alors, la deuxième partie, vous vous rappelez, c'est les instruments et les partenaires d'une politique étrangère québécoise. Alors, pour les instruments, j'en ai défini 3. Le premier ministère des Affaires étrangères. Donc, le premier ministère des Affaires étrangères, ça exploserait. Parce que, tu sais, en faisant, en tentant de déterminer combien, par exemple, on devrait avoir de nouveaux diplomates là, pour servir les 193 pays et les organisations internationales, mon calcul, ce serait qu'on devrait passer de 600 à 1800 diplomates québécois. 1200 diplomates, là, il va y avoir des travails pour des Emmanuel Lanceau et d'autres jeunes
québécois qui vont devoir créer une diplomatie, mais on partira pas de nulle part parce qu'on en a eu une mini-diplomatie québécoise. Et j'ai calculé aussi que le budget, je pense, décuplerait. On devrait dépenser 10 fois plus d'argent là, que le ministère des Relations nationales, qui est toujours le parent pauvre là, de notre gouvernement. Surtout les gouvernements, y compris ceux du PQ, là, qui donnaient pas trop d'argent au MRI, là, puis, parce qu'il y avait des besoins en santé, puis en éducation, puis il n'y avait jamais assez d'argent pour les relations internationales. Et là, donc, il y aurait un saut. Puis c'est sûr qu'on ne pourrait pas faire ça du jour au lendemain, là, passer de 600 à 1800 diplomates, d'augmenter le budget du ministère à 1,4 milliard de dollars. Mais c'est sûr que ça prendrait du temps parce que aussi, on ne crée pas des missions là, du jour au lendemain. Il faut acheter des bâtiments, les louer, partager parfois. Peut-être qu'on devrait pas avoir de représentation dans 193 pays. Il ne doit pas y en avoir beaucoup là, qui ont ça, même les États-Unis. Puis là, on pourrait partager des ambassades avec la France, puis avec d'autres pays sur des continents, faire des accords avec d'autres États. Mais ça prendra un certain temps. Donc, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, le Québec sera en faillite parce qu'il faut tellement investir dans nos nouvelles affaires étrangères. Alors, le nouveau réseau et corps diplomatique consulaire québécois, c'est un peu la même chose que le ministère. Comme je vous l'ai dit, ça exploserait, il y aurait beaucoup de gens, mais je crains pas. Louise pourra peut-être nous en parler, mais on a des gens compétents. Puis on a des jeunes générations là, qui sont formées à l'ENA, puis ailleurs, qui s'en vont à l'étranger étudier. Et on aurait, je crois, un corps diplomatique consulaire là, de haut niveau, exemplaire. Sans parler du fait qu'on va rapatrier nos faucons d'Ottawa, qui sont au ministère des Affaires mondiales, comme ils l'appellent maintenant, puis qui vont peut-être, à un moment donné, se trouver une nouvelle vocation de faire des affaires étrangères pour le Québec, en français. Là. Je pense qu'ils n'auront pas trop de problèmes à parler français dans leur ministère, eux autres, là, alors que Lester B. Pearson, ça ne parle pas très français. Là, et même les ministres francophones, comme mon étudiante Mélanie Joly, là, qui venait jamais au cours. Tu me préserves, là. Jamais au cours, là. Regarde, elle, je pense qu'elle a de la difficulté à faire parler français son monde, là, y compris les francophones. Alors, puis l'Institut de diplomatie, qui est le troisième instrument dont je parle, lui, prendrait une grande expansion, parce que là, il faudrait former tout ce monde-là, puis il faudrait en former beaucoup, là, pour maintenir le corps diplomatique. Et la fin de ma politique, elle porte sur les partenaires, puis les partenaires, c'est les organismes de coopération internationale, surtout les organisations de coopération. La COSI, parce qu'on a déjà une grande organisation qui fait depuis très longtemps de la coopération, avec qui on travaille, le Québec, le gouvernement du Québec travaille, qui investit des sommes importantes dans la COSI, mais c'est rien là, par rapport à ce que le Canada actuel donne comme soutien à d'autres organismes de coopération internationale, Québec, y compris la COSI et canadien. Je pense qu'il y aurait aussi un grand et nouveau développement des relations internationales de nos institutions municipales, de nos villes, de nos régions, parce qu'il y a déjà beaucoup comment on appelle ça, là, des accords de jumelage entre les grandes villes, mais ça prend de l'importance, les villes, puis les villes veulent avoir des relations nationales, puis doivent songer à penser international, notamment en matière de développement durable et développement humain. Et comme partenaire, moi, là aussi, c'est un biais universitaire, de professeur d'université. Là, moi, je suis un ministre des Affaires étrangères. Alors, là, je mettrais mes professeurs d'université et de collège au travail. J'en ferais des véritables partenaires, là, tous les spécialistes qu'on retrouve dans nos centres de recherche, puis et je ferais rayonner le Québec, là, mais pas à peu près. Là, puis on en organiserait des colloques. Puis on en enverrait du monde dans des colloques à travers le monde pour parler du Québec, de sa politique étrangère. Puis des jeunes, puis on a nos offices nos offices internationaux pour la jeunesse, le LOGIC, puis l'office franco-québécois. Alors, moi, j'investirais beaucoup là-dedans, puis j'aurais une politique étrangère où les institutions d'enseignement, puis les associations scientifiques, là,
comme la Société québécoise de droit national qu'on a créée avec M. Morin. Alors donc, je mettrais pas mal l'accent sur ces partenariats-là. Et je vous lis un peu la conclusion, une partie de la conclusion. En devenant un État souverain et indépendant, le Québec sera en mesure de se doter de sa première politique étrangère. Au sein de la Fédération canadienne, se doter d'une telle politique et de faire émerger une diplomatie québécoise relève, pour reprendre une belle formule, même si le personnage est toujours un peu controversé, là, il s'agit de Claude Morin, de l'art de l'impossible. Ah, M. Morin s'était commis un ouvrage là, vraiment intéressant. Moi, je l'avais lu quand j'étais un étudiant, je pense en 1974, il avait dit que les relations internationales du Québec là, dans le Canada, c'est l'art de l'impossible. Alors là, avec l'accession du Québec, on serait dans l'art du possible. Et cette esquisse d'une politique étrangère, je pense, démontre que le potentiel d'un Québec indépendant est grand et celui-ci est susceptible de devenir un acteur de premier plan au sein de la communauté internationale. Alors voilà, merci. Alors, merci Daniel.